Athlète hors du commun, joueur au talent exceptionnel. Alors qu'il aurait pu mettre la NFL à ses pieds, comment l'alcool, la drogue, une enfance difficile a pu le faire passer de génie à meurtrier. Plus que jamais dans le sport, son histoire prouve que les mauvaises fréquentations peuvent définitivement détruire un joueur et la vie d'un homme. Découvrons la tragique histoire de Aaron Hernandez, le meurtrier le plus célèbre de la NFL. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I C'est en 1989, à Bristol, dans le Connecticut, que Aaron Hernandez est né. Son père, Denis Hernandez, est portoricain, et sa mère, Terry Valentine Hernandez, est quant à elle d'origine italienne. Aaron ne grandira pas dans des conditions normales, puisqu'à l'âge de 2 ans, ses parents vont se séparer avant de se remarier 5 ans plus tard. Aaron a aussi un frère aîné, Denise Jonathan Jr. Leur père les a poussés très jeunes à exceller dans le sport, mais pas uniquement avec la parole. Il était souvent violent envers les 2 garçons et leur mère, ce qui a été une cause de leur divorce. On apprendra plus tard que souvent il les battait, sans raison, notamment à cause d'un problème lié à l'alcool. Mais malgré ça, les 2 frères qui vivaient avec la peur de leur père lui portaient aussi une énorme admiration. Alors que les frères étaient encore des jeunes enfants, une fois leur père mécontent de l'utilisation de ses fils aurait frappé leur entraîneur. À l'école, Aaron était un athlète exceptionnel, aussi bien au football qu'au basket. Alors qu'il brillait sur le terrain en tant que receveur, en 2006, son père se fera opérer d'une hernie et décédera d'une complication lors de l'opération, ce qui marquera un traumatisme pour Aaron, qui va alors se mettre dans le banditisme et devenir accro à la marijuana et à l'alcool. Il quittera sa maison pour aller vivre avec sa cousine, après que ses relations avec sa mère se soient empirées lorsque celle-ci s'est mise à fréquenter un autre homme. Si hors du terrain Aaron semble mal se diriger, c'est sur le terrain qu'il va définitivement trouver sa porte de sortie, en étant le meilleur joueur de l'État et en battant des records nationaux, et il est déjà annoncé comme l'un des meilleurs prospects du pays. Il subira un terrible traumatisme crânien lors d'un match et sera emmené en urgence à l'hôpital. Très populaire au lycée, il fréquentera Cheyenne Jenkins, qui deviendra par la suite sa fiancée. Alors que tout était prévu pour qu'il aille jouer à l'université avec son frère aîné, il décidera finalement d'intégrer l'université de Florida et l'équipe des Gators de l'entraîneur Urban Meyer, qui était réputé pour être l'un des entraîneurs les plus durs du cursus universitaire. Et peu importe pour lui si Aaron était trop jeune et pas prêt mentalement à intégrer une université, son seul but était de gagner et de ne pas se faire voler les joueurs par une autre université. Après une première saison en tant que remplaçant mais avec d'excellents matchs à son actif, il sera prédit qu'il soit titulaire pour la 2e saison. Mais là encore, Aaron fera parler de lui, après avoir raté un test de dépistage à la drogue. Finalement, il gagnera sa place et sera ultra important pour les Gators, qui remporteront leur championnat face à Oklahoma. Hernandez formera un incroyable duo avec le quarterback star Tim Tebow, qui lui aussi intégrera la NFL. Lors de sa 3e année universitaire, il sera élu dans la meilleure équipe du pays. Alors qu'il lui reste 1 an à l'université, son coach Urban Meyer lui dira qu'il ne sera pas le bienvenu pour une nouvelle année. Lui qui en avait marre des multiples histoires d'Aaron hors du terrain. Il dira alors à Aaron de s'inscrire à la draft NFL. Plus tard, on apprendra que le coach avait déjà voulu se débarrasser de lui, lors de sa 2e année, mais que le quarterback Tim Tebow l'avait convaincu de garder Aaron dans l'équipe. On apprendra aussi qu'Aaron était accro aux médicaments, notamment aux antidouleurs, en plus de la marijuana et l'alcool. Aaron aura multiplié les scandales lors de ses années universitaires. Comme quoi il s'est rendu dans un club en Floride, ce qu'il faisait très souvent et consommer de l'alcool. Il aurait une fois refusé de payer la note, car pour lui tout devait lui être offert, vu qu'il était l'un des meilleurs footballeurs. Il aurait même tabassé un patron de club qui lui aurait dit de payer. Mais comme souvent dans ces cas, l'affaire a été étouffée, les victimes sachant que se mettre à dos des jeunes stars universitaires pourrait leur causer énormément de tort. Après 3 saisons et à seulement 20 ans, Aaron est officiellement candidat à la draft NFL de 2010. Aaron ne participera pas au NFL Combine à cause d'une blessure au dos. Il réalisera un autre combine, non officiel, où il réalisera exactement les mêmes exercices que celui de la NFL. Il impressionnera tout le monde en se classant très haut dans toutes les cases, et notamment au développé couché, où il réalisera 30 répétitions d'affilée à 100 kg, plus que n'importe quel autre joueur cette année-là. Mais son comportement hors du terrain pose énormément de questions aux franchises NFL. Finalement, la NFL mènera une enquête pour voir son état psychologique. Il obtiendra la note la plus basse dans la section maturité. Prévu pour le 2e tour, Aaron va avoir une mauvaise surprise, puisqu'il sera sélectionné par les Patriots lors du 4e tour et à la 113e position.
et donc déjà des millions de dollars qui s'envolent. Lors de cette draft, les Patriots auront sélectionné un autre tight end, en la personne de Rob Gronkowski. On apprendra plus tard qu'il aurait écrit une lettre à la plupart des équipes NFL, où il dit qu'il acceptera d'être testé toutes les 2 semaines pour prouver son engagement. Mais malgré ça, aucune équipe ne voulait de lui, le jugeant comme une bombe à retardement. Aaron va donc commencer sa carrière en NFL, chez les Patriots, la plus grande équipe du moment, où il rejoindra le meilleur coach et le meilleur joueur de l'époque, mais aussi l'équipe la plus proche de sa ville natale, et donc de ses amis, ce qui finalement aura été la pire chose pour lui. Les Patriots mettront en place un salaire plutôt bas, mais avec énormément de primes si Aaron se comporte bien et performe. Une manière pour eux de minimiser les risques. Lors de sa première saison, il impressionnera et battra des records de précocité. Il sera aussi le joueur le plus jeune de la saison en NFL. Son duo inédit de tight end avec Rob Gronkowski s'annonce déjà comme le meilleur de l'histoire et révolutionne la ligue. Les Patriots sont complètement inarrêtables et finissent la saison avec 14 victoires et 2 défaites. Mais à la grande surprise, seront battus par les Jets de New York en playoff. Il se fera opérer à la hanche lors de l'intersaison, mais sera apte pour le premier match de la saison 2011, qui sera une vraie réussite, encore une fois, aussi bien sur le plan personnel que collectif. Il finira la saison avec 79 réceptions, plus de 900 yards et 7 touchdowns. Les Patriots, eux, finissent la saison avec un bilan de 13 victoires et 3 défaites. Son trio avec Gronkowski et Tom Brady a encore une fois tout écrasé. Il réalisera d'excellents playoffs avec 2 touchdowns, dont un face aux Giants de New York lors du Super Bowl, mais ne pourra pas empêcher la défaite des Patriots 21-17. Son excellente dernière saison lui permettra d'obtenir une prolongation de contrat de 40 millions de dollars sur 5 ans et une prime à la signature de 12 millions de dollars. Lors de cette saison 2012, il loupera pas mal de matchs à cause d'une blessure à la cheville. Le 20 janvier 2013, en playoff face aux Ravens de Baltimore, il jouera pour la dernière fois à NFL et une défaite des Patriots 28-13. La suite sera l'une des histoires les plus folles de la ligue. Le 16 juin 2013, Aaron Hernandez envoie un message à Carlos Ortiz et Ernest Wallace, où il dit « On ne peut faire confiance à personne ». Ces 2 hommes sont connus du service de police pour violence et trafic de drogue, et sont des membres de gangs. Aaron a fait leur connaissance lorsqu'il a déménagé chez sa cousine, où les 2 hommes venaient très régulièrement consommer de la drogue. Plus tard dans la soirée, il passe les chercher, et sera filmé dans une station-service, avec les 2 hommes. Ensuite, il passe récupérer Odin Lloyd, qui n'est autre que son beau-frère. Mais très vite, Odin, avec qui Aaron avait une bonne relation, trouve les choses bizarres, et envoie un message à sa sœur où il dit « Je suis avec NFL. Comme ça, tu es au courant. » La prochaine fois que la voiture sera vue, ça sera chez Aaron, où l'on voit alors Carlos et Ernest sortir de la voiture, mais pas Odin Lloyd. Le lendemain, un corps sera retrouvé, à moins de 1 km de la maison de Aaron. Il s'agira de Odin Lloyd. Il aura reçu 6 balles. Très vite, la police suspectera Aaron. Mais ce jour-là, le joueur vedette fera clairement obstruction, selon les policiers. Raison pour laquelle ils demandent et obtiennent le 18 juin 2013 un mandat de perquisition afin de pouvoir fouiller son domicile. La raison principale, les enquêteurs ont la preuve que le système de sécurité qui était installé a volontairement été saboté. On verra alors des images où on voit Aaron avec une arme chez lui, faisant les 100 pas. Les policiers récupérant le téléphone d'Aaron, qui semble avoir été volontairement cassé. Près du corps sera retrouvé un joint de marijuana, mais aussi des douilles et des empreintes de chaussures qui correspondent aux chaussures de Aaron. La voiture, une Nissan Activa, louée à son nom et dont les empreintes des pneus correspondent encore là à ceux du véhicule qui s'est rendu à l'endroit où s'est produit le meurtre, a été rendu à l'entreprise de location. Une douille y sera retrouvée, ainsi qu'un chewing-gum, tous 2 identiques à ceux trouvés sur les lieux du crime. Le 26 juin 2013, un mandat d'arrêt est délivré et permet aux forces de l'ordre de l'arrêter à son domicile, où il est mis en examen pour meurtre avec préméditation. Et plusieurs autres chefs d'accusation sont également retenus contre lui, comme le port d'armes à feu sans permis. Il risque la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Il est alors incarcéré à la prison de Bristol sans pouvoir être libéré sous caution. Dans la foulée, les Patriots mettent fin à son contrat. Ses 2 complices aussi sont arrêtés. Le domicile de sa cousine est alors fouillé, puisque celle-ci a essayé d'aider les 2 hommes à fuir. Il sera alors retrouvé un 4x4 Toyota gris, qui semble ne pas avoir roulé depuis bien longtemps. Et là encore se cache une sombre histoire. Aaron va décider de plaider non coupable dans l'un des procès les plus médiatisés. Énormément de fans se rassembleront et demanderont sa libération. Revenons un an plus tôt. En 2012, 3 hommes se sont fait tirer dessus, à Boston, à un feu rouge. 2 d'entre eux sont morts. Le passager qui a survécu décrit les tireurs comme un latino plutôt baraqué et tatoué. Mais à l'époque, la police n'arrive pas à résoudre cette affaire, puisque les 3 hommes sont des personnes honnêtes, qui travaillent et n'ont aucun casier judiciaire. La police n'arrive pas à savoir pourquoi quelqu'un leur voulait du mal. Ils regardent alors les caméras de la boîte de nuit où étaient les hommes et reconnaissent Aaron Hernandez. Mais à aucun moment, ils ne le suspecteront. Lors de cette fusillade, il se trouvait avec son ami Alexander Bradley. Un homme, là encore, très bien connu des services de police. Mais un soir, alors qu'il rentre de boîte de nuit, Aaron est devenu parano et a décidé d'éliminer Alexander Bradley, par peur qu'il ne parle. Mais finalement, Bradley va survivre à la balle qu'Aaron lui a tiré dans la tête, malgré la perte d'un œil. Aaron savait que celui-ci voudrait se venger. Il s'est donc entouré de plusieurs hommes dangereux pour le protéger, mais a aussi installé un système d'alarme et de caméra, dernier cri chez lui.
Il a dit à son agent qu'il devait l'aider, qu'un homme voulait le tuer parce qu'il a refusé de lui donner de l'argent. Il demandera à l'époque à son coach de changer d'équipe pour s'éloigner de la ville. Revenons à l'histoire du feu rouge. On apprendra plus tard qu'Aaron a eu une petite embrouille avec les hommes qui lui avaient renversé un verre dessus lors de la soirée. Mais si les policiers font le lien avec Aaron des années plus tard, c'est parce que le véhicule retrouvé chez sa tante correspond au véhicule filmé au feu rouge lors de la fusillade. C'est finalement 2 procès qui vont s'ouvrir. Le 15 avril 2015, il est condamné à la prison à vie pour trafic d'armes et le meurtre de Onan Lloyd. Il sera incarcéré dans une prison à haute sécurité. Il ne montrera aucune émotion lors de son jugement. Les Patriotes, eux, permettront aux fans d'échanger leur maillot floqué Hernandez. La perte est estimée à plus de 200 000 $. Lors d'écoutes téléphoniques, il dira qu'il n'était pas en prison, mais dans un camp d'entraînement. Il dira aussi appartenir aux Bloods. Son deuxième procès pour le meurtre des 2 hommes s'ouvre. Et finalement, en 2017, Aaron sera jugé non coupable. Mais cette fois-ci, il montrera énormément d'émotions, comme une délivrance. Il demandera alors à son avocat de faire appel pour sa peine de prison à vie. Mais quelques semaines plus tard, en décembre 2017, il est retrouvé pendu dans sa cellule, avec sur le front écrit « Jean 316 » à l'encre rouge. La famille d'Aaron fera don de son cerveau pour étudier les conséquences des multiples chocs reçus au football. Et les résultats seront désastreux, car jamais un joueur aussi jeune n'avait eu le cerveau aussi abîmé par une CTE. Encore aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi Aaron a décidé de tuer Onan Lloyd. Son cas reste un sujet très sensible en NFL, mais aussi l'une des pages les plus sombres du sport américain. Alors qu'il avait tout pour réussir, Aaron aura tout gâché. Le plus fou, c'est que pendant une saison, les fans des Patriots l'auront acclamé à tous les matchs, alors que celui-ci avait déjà commis un meurtre.